Novopolis, célèbre Smart City de la région centre, un spectaculaire accident informatique engloutit le corps de Milovan Kurleza, enfant terrible de l'architecture et figure controversée de la Smart City sécuritaire. La réalité a été victime d'un rapt, les deepfakes, ces dangereux criminels, une analyse de Charles Baudon. Tout aurait pu être différent. Au Havre, Grégory Chatonsky, artiste contemporain, et son IA passent à l'action. Fantasia, l'IA dans votre ville et dans vos vies. Quand Alberti invoque la perspective à la Renaissance, la ville devient une surface mathématique, organisée par un œil unique qui ordonne tout. Voir, c'est déjà gouverner. Et puisque voir, c'est déjà gouverner, nous avons créé un nouveau système de surveillance pour notre ville, Panoptix. Regardez ces citoyens modèles. Ils sont calmes, ils sont discrets. Pourquoi? Parce qu'ils sont optimisés. Ils ne sont plus des problèmes, ils sont des données. Voici Michel. Il traverse au rouge. Est-ce un délinquant? Un discret? Un anarchiste? Peu importe. Panoptix l'a vu. Donc Panoptix, c'est: la cité idéale n'est plus une utopie, c'est une mise à jour. Bonsoir. Disparition de l'architecte Milovan Kurleza hier dans sa ville nouvelle de Novopolis en Auvergne. Un reportage de Hervé Cornelis pour Antenne 4. C'était il y a moins de 5 ans. Une forêt nichée en Auvergne, à moins d'1 heure de route de Clermont-Ferrand, le projet Novopolis, lancé par l'entreprise Meunier Télécom, dans l'objectif de loger les ouvriers et les cadres de l'usine de télématique de Clermont-Ferrand. C'est le célèbre architecte ostrovien Milovan Kurleza qui fut nommé architecte du chantier. Le projet, une zone de 50 km², la moitié de Paris, pour construire une cité idéale reliée par les moyens de la télématique moderne et à la gérance tripartite entre le gouvernement, l'entreprise et un ordinateur. L'objectif, une ville mobile où l'ordinateur adapterait l'architecture en fonction des besoins des habitants. Voilà ce qu'en disaient les résidents 5 ans plus tôt. C'est très laid, mais il faut avouer que c'est pratique. C'est quand même compliqué de s'y repérer, quoi. C'est moderne, il y a tout le confort. Et puisque je travaille chez Meunier Télécom, c'est pas fait proche de chez moi. Mais voilà, 5 ans plus tard, Novopolis n'est plus que l'ombre d'elle-même. D'une cité prévue pour 40 000 habitants, il n'en reste qu'à peine 500, dont jusqu'à hier, l'architecte et urbaniste Kurleza lui-même. Pourquoi un tel échec? Je crois qu'il est important de revenir à l'origine du projet. C'est au départ le projet d'un logement moderne, informatisé, relié aux services de télécommunication pour les travailleurs de Meunier Télécom, qui pouvaient concurrencer les soviétiques, les américains. Construit en s'inspirant du principe de phalanstère, Novopolis devait être une ville intelligente, optimisant le mode de vie des travailleurs de Meunier Télécom en réduisant automatiquement les déplacements inutiles et les lieux improductifs. Toutefois, cette constante adaptation aux besoins supposés des habitants serait rapidement devenue un enfer. Comprenez ce qui se passe là. D'ordinaire, l'architecture, c'est quoi? C'est une projection du corps. L'architecte, il dessine une porte parce qu'il a un buste, il dessine une fenêtre parce qu'il a un regard. Il y a une homologie, vous voyez quoi? Une empathie biologique. Mais là, comment habiter, hein? Habiter, c'est un mot très fort. Habiter, ce n'est pas occuper. Habiter, c'est inscrire son corps, ses habitudes, ses fatigues, ses manies. Donc, eh bien, habiter le rêve de la machine, oui, c'est habiter quelque chose qui n'a pas été rêvé pour nous. Voilà. Vivre là-dedans, ce n'est plus habiter, c'est se contorsionner. Hein. Ces contorsions, c'est selon plusieurs experts ce qui aurait déjà causé la disparition de 43 résidents de Novopolis et la mort de 12 personnes trouvées étouffées dans des murs durant leur sommeil. C'est aussi sûrement ce qui a causé la disparition de Milovan Kurleza. Né en Ostrogovie en 1914, dans un milieu proche de la famille royale Djordjevic, Milovan Kurleza rejoint le mouvement nationaliste ostrovien lors de la Seconde Guerre mondiale. Farouchement anticommuniste, il s'exile en France lors de leur arrivée au pouvoir. Kurleza se rapproche alors des mouvements conservateurs ainsi que de nombreux industriels français lui permettant de décrocher des contrats d'architecte, notamment le siège du DAPF. C'est après cette période que Kurleza se définira lui-même comme un anarchiste de droite. Au début des années 60, après avoir refusé un projet d'État,
Le groupe privé Meunier Télécom lui propose le projet Novopolis. C'est dans cette même ville qu'il a disparu hier. Je le connais de vue parce qu'on n'est plus beaucoup ici, quoi. Alors hier, quand je suis sorti aux courses, il était devant moi, comme souvent, quoi. Et vous savez, on tourne au coin, quoi. Et la rue, elle bouge, comme souvent, quoi. Et je l'ai vu être pris dans le mur, voilà. Et le mur s'est fermé, quoi. Et quand il s'est réouvert, eh ben, plus personne. Plus rien, quoi. Eh ben, alors j'ai fait tout pareil que quand c'est arrivé à mon cousin, je suis allé voir les gendarmes, voilà. Faut se dire qu'une fois dans mon salon, si pendant, je ne sais pas, quelques jours, je n'utilisais pas mon bureau, ça arrivait qu'un matin, je me lève et que le bureau a disparu, quoi. Voilà tout. Parfois, dans le salon, si je marchais trop souvent vers un endroit, un soir, je me retourne, et là où il n'y avait pas de couloir, il y a un couloir, oui. Bon, le premier machin qu'on nous a dit sur le chantier, c'est quoi? Ils avaient foutu dans le ciment des espèces de trucs électroniques. Bon, moi j'ai dit, d'accord. Et on nous dit que les chefs auront les plans, machin, par un ordinateur qui les a écrites. Rapidement, de nombreux habitants dénoncent les dérives autoritaires de l'architecture de la ville, utilisée par l'entreprise, en accord avec la mairie et la police, pour désamorcer grèves et manifestations, en empêchant la coordination et les rassemblements. Dans la ville industrielle, le rapport de force entre le pouvoir et les citoyens était lisible. L'usine, le quartier, la rue étaient des lieux où les corps se rassemblaient, où le rapport de force pouvait s'organiser. Dans la ville technologique, soi-disant intelligente, ce rapport de force ne disparaît pas, mais il change de forme. Il passe par la gestion des flux, des données, des comportements. La question centrale est celle de la productivité. Non plus seulement la productivité du travail, mais la productivité des existences elles-mêmes. Chacun est suivi, mesuré, évalué, non pas comme sujet collectif, mais comme individu isolé, adressable, traçable. L'individu est dissous dans des masses de données. Or, une ville n'est pas faite pour optimiser des comportements. Elle est faite pour accueillir des formes de vie, des conflits, des usages imprévus. Et c'est précisément cela que la ville intelligente tend à effacer. Je me rendais à la mairie, comme à mon habitude, et alors que je suivais la route habituelle, je me suis retrouvé vraiment perdu, confus. Comment dire, en fait, la mairie avait été jugée par les ordinateurs comme un espace inutile et avait disparu. C'est après ça que l'État a décidé de fermer les accès à la ville. De l'éteindre, si vous voulez. Aujourd'hui, il ne reste rien à Novopolis qu'une ville qui vit seule et ne s'adapte plus qu'à elle-même. Alors Novopolis, ville réelle, ville imaginaire, fiction ou réalité? Interrogeons le philosophe Yves Citon. Dans le monde classique du cinéma, soit c'est une fiction, donc on fait des images, on invente des histoires qui n'existent pas, soit c'est du documentaire, il y a de la réalité quelque part, on saisit des moments de cette réalité par un micro, par une caméra, et on montre cette réalité préexistante. Et donc ça, c'est des faits, c'est des choses qui ont existé, avec une sorte de présupposition de neutralité. C'est pas moi qui fabrique, je me contente de prendre et représenter. Donc ça, on pourrait quand même se dire qu'on a du factuel quand on fait un documentaire. Le contrefactuel, ça serait quelque chose qui n'est pas un fait qu'on puisse enregistrer comme tel, qui ressemble beaucoup, et c'est ça un petit peu l'avantage des IA, c'est qu'on peut faire des choses qui ressemblent beaucoup à quelque chose qui aurait pu être réel, style deepfake, mais qu'on joue sur le fait que c'est entre une réalité qui n'existe pas encore, mais qui peut-être pourrait advenir. Et là, il y a toute une autre tradition, qui est la tradition des mondes alternatifs, des uchronies, où on se pose la question, et là c'est très très vieux, qu'est-ce qui se serait passé si Napoléon avait gagné telle bataille au lieu de la perdre? Si Hitler s'était fait étrangler dans son berceau plutôt que d'être devenu Hitler, etc. Et là, chaque fois, ça nous invite à imaginer des histoires alternatives, des possibles. Et là, avec l'IA, on a un appareil qui nous permet d'imaginer au sens actif et technique, de produire des images de réalités alternatives qui ressemblent beaucoup à du documentaire ou à des images factuelles, mais qui sont juste donc contrefactuelles, non factuelles. Au XVIIIe siècle, la mode était au pittoresque.
les riches propriétaires bâtissaient de fausses ruines dans leur jardin pour émouvoir les visiteurs. On mentait sur la nature pour qu'elle ressemble à une peinture. On préférait déjà le village Potemkin à une triste réalité. Si nous avons accepté que la peinture mente pour nous séduire, pourquoi s'étonner du deepfake ? L'intelligence artificielle ne falsifie pas le réel, elle le rend simplement optionnel. Elle radicalise ce vieux désir baroque, vivre dans un décor qui s'adapte à nos fantasmes. D comme deepfake. Aujourd'hui, le mot deepfake signifie très exactement la rencontre entre deux mots. D'une part deep et de l'autre fake, et désigne essentiellement l'usage d'intelligence artificielle et plus particulièrement de réseaux de neurones dans le but de produire un certain type de contenu qui visera à tromper les utilisateurs ou les spectateurs du contenu qui sera créé. Donc le mot deepfake est un mot nouveau, mais qui renvoie en réalité à une idée assez ancienne, qui est l'idée selon laquelle nous serions en train de vivre dans une réalité qui ne serait pas tout à fait la réalité, mais qui serait faite essentiellement de représentations. C'est une idée assez ancienne, puisqu'on la trouve déjà chez Platon, notamment avec le mythe assez célèbre de la caverne. Il pensait que, essentiellement, nous interagissions avec la réalité à travers des représentations, à travers certaines images. Et il y en avait certaines qui étaient plus dangereuses que d'autres, et c'était fondamentalement celles qui étaient créées par les artistes. Pour autant, cette idée, elle va être vraiment réactualisée en fait, au XXe siècle avec l'avènement du virtuel et des simulations informatiques, et notamment à travers un certain mouvement philosophique des années 80 surtout, et avec un philosophe en particulier qui s'appelait Jean Baudrillard. Et alors Baudrillard avait cette idée un peu plus dramatique encore que celle de Platon. Baudrillard considérait que la réalité avait disparu. Ou plus exactement que la réalité avait été victime d'un rapt. On avait kidnappé la réalité et on l'avait remplacée par un simulacre total, intégral, sauf que personne s'en était rendu compte. Donc il y avait eu un crime parfait, comme il l'explique. On avait remplacé la réalité par son double, c'est-à-dire par la simulation, et dont Matrix était supposé être le paradigme. Le deepfake ne brouille pas fondamentalement la distinction entre le réel et la fiction, puisque quelque part la fiction est réelle. En fait, d'une certaine manière, beaucoup de choses sont réelles, même celles que l'on pense ne pas l'être, appartiennent à la réalité mais sous un autre mode, par exemple imaginaire, par exemple fictif, par exemple possible, potentiel, etc. Donc ce que brouille les deepfakes à l'égard de notre perception, c'est pas la perception de la réalité, c'est plutôt notre capacité à interpréter certaines données de la réalité. On pourrait dire que les deepfakes nous sont très utiles parce qu'ils nous amènent à nous rendre compte que la réalité n'est jamais une donnée brute. Ça ne veut pas pour autant dire que la réalité est sans cesse sujet à interprétation. Ça veut simplement dire que la réalité est dynamique et toujours médiatisée. Autrement dit, la réalité dépend toujours d'un certain type de contexte. Nous avons toujours, et depuis tout temps, fait usage de deepfake. La fiction est un usage assez nécessaire en fait pour l'esprit humain, pour pouvoir interagir avec le réel. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la pensée est une certaine technologie immersive. Nous produisons des pensées, nous produisons des scénarios, des idées qui n'ont pas de réalité ou qui ont une réalité somme toute relative à notre perception et à la façon dont nous formulons les idées, pour ensuite interagir avec le réel. Donc en un certain sens, la pensée est essentiellement un deepfake, si on veut employer ce terme-là. Parce que la pensée est une fiction, fondamentalement. Mais c'est pas un problème. Le problème n'est pas d'avoir affaire à des fictions. Quelque part, les fictions ne sont pas fausses. Là, pour le coup, c'est une égalité qui doit être, à mon avis, abolie. C'est pas parce que quelque chose est fictif qu'il est faux. C'est simplement qu'il est fictif. Et être fictif, c'est nous permettre d'anticiper une situation du réel, quand je projette un certain scénario, par exemple, quand j'imagine quelle serait ma vie si j'agissais de telle façon, etc. Donc en ce sens, les deepfakes permettent de mieux comprendre le monde s'ils sont utilisés à but éducatif, culturel, voire intellectuel. Imaginez en médecine le fait qu'on puisse reproduire un organe, qu'on puisse même opérer dessus, s'entraîner virtuellement à l'aide de gants, de casques ou quoi que ce soit. C'est un certain exercice du faux, mais qui est mis à l'œuvre de la connaissance et en ce sens de la vérité. Il faut en fait opérer une forme de réhabilitation sociale du simulacre.
Flash spécial. Au Havre, l'artiste Grégory Chatonsky a travaillé à un projet de ville imaginaire qu'il fait jaillir de l'espace latent d'une intelligence artificielle bien particulière. Je m'appelle Grégory Chatonsky, je suis artiste plasticien. Le projet La ville qui n'existait pas, c'est de prendre la ville du Havre, de prendre son passé depuis la révolution industrielle, son présent et son futur, quand elle sera sous l'eau, parce que c'est l'une des premières villes de France qui va être envahie par l'eau, de reprendre toute cette histoire et de faire une intelligence artificielle spécifique à cette ville, qui permette d'imaginer un autre passé, un autre présent et un autre futur de cette ville. Le Havre est le fruit de l'imaginaire d'Auguste Perret. Rasée en 1944, la ville se réinventa sous l'impulsion de l'État, guidée par l'architecte. Une cité rationnelle, baignée de lumière, un port, un abri, un espace repensé entre l'homme et l'océan. Quel rapport entre le port du Havre et l'espace latent de l'intelligence artificielle ? Quand on utilise une plateforme payante ou pas, comme Midjourney ou DALL-E, finalement, on utilise un espace latent standard. C'est quoi un espace latent ? On prend plein de données, des images, des textes, peu importe, et on fait des comparaisons, on en fait des statistiques. L'espace latent, c'est physiquement, dans une intelligence artificielle, c'est le fichier qui contient toutes ces statistiques. Quand on travaille en local, on peut avoir son propre espace latent. Et le fait d'entraîner ça sur nos propres informations, ça va faire que on va arriver à avoir un style particulier et à sortir un peu de cette espèce de viscosité des images d'intelligence artificielle. Il y a quelque chose de fascinant, en même temps d'extrêmement visqueux et presque étouffant dans ces images où tout se ressemble finalement. J'ai commencé par utiliser toutes les images d'archives de la ville. Il y avait environ 20 000 images, je crois, de toutes les périodes. Et donc, j'ai fait du fine-tuning. J'ai fait apprendre à l'intelligence artificielle telle période, tel objet, telle personne, et ainsi de suite. Et donc, j'ai repeuplé un espace latent d'intelligence artificielle avec le Havre. Et donc, ça m'a permis de générer des images qui ressemblent au Havre, mais qui ne sont pas le Havre. Moi, j'ai toujours une espèce de tension dans mon travail, une tension dialectique, qui consiste à générer une quantité d'images qui dépasse ma capacité même d'appréhension. J'arrive pas à tout voir. Quand on produit 25 000 images, ça m'excède. Donc j'essaye de m'excéder. Et de faire en sorte que ces images-là puissent devenir matérielles et puissent venir dans l'espace physique. C'est clair qu'il y a quelque chose qui consiste à contaminer la réalité et à la renverser. Certains murs du Havre témoignent de cette démarche. Une autre réalité surgit aux yeux des habitants. Aujourd'hui, on est confronté de manière perverse et violente à... on appelle ça fake news ou autrement, à tout un champ d'irréalité, à des gens qui contestent la science, qui contestent la factualité, ce qui est. Et face à ça, on peut se réfugier dans une forme de positivisme en démontrant que ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui est scientifique, ce qui est complotiste. Mais les artistes font pas ça. Ils essayent de montrer qu'il y a d'autres formes d'irréalité, des irréalités qui sont moins haineuses et moins, moins violentes. L'intérêt d'explorer ce possible, c'est en explorant le passé, le présent et le futur, c'est que tout aurait pu être différent. Aucune image réaliste
ne peut être tenu pour le réel. Et Grégory Chatonsky, avec par exemple le film Haven sur le Havre, fait des images qui ne sont pas réalistes au sens où on pourrait croire que c'est la réalité, on pourrait croire que c'est une réalité à venir, ou que c'est une réalité autre. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose de très très différent, à savoir, c'est pas une contrefactualité qui se fait passer pour la réalité telle qu'elle existe, et on va être illusionné en se disant Obama a dit ceci, et c'est quand même bizarre parce qu'il l'a jamais dit. En revanche, ça nous aide à avoir des images concrètes, des images sensibles, pas juste une imagination, je ferme les yeux et je rêve, parce que ça c'est souvent quand même très très pauvre, des images concrètes, réalistes, d'objets en interaction, de personnes en interaction, de bâtiments, de personnes dans des bâtiments, qui de fait n'existent pas, qui peut-être un jour existeront, mais ça on ne sait pas, et en tout cas ça nous aide à imaginer ces autres formes de réalité à travers un réalisme qui ne prétend pas être véridictoire. Le travail de Grégory Chatonsky, c'est d'arpenter des espaces latents comme une sollicitation de ce commun qu'est un espace latent pour voir ce que ce commun peut nous dire. Avec Grégory Chatonsky et des artistes comme lui, on arrive à produire du contre-statistique. À savoir, c'est pas la moyenne qui va venir, ça va toujours être du statistique, parce que les machines fonctionnent comme ça, hein, l'espace latent, il fonctionne à la statistique, mais de la statistique un petit peu tourmentée pour que quelque chose d'autre apparaisse. Et ce quelque chose d'autre, c'est absolument unique, parce que c'est ni, de nouveau, la subjectivité d'un artiste, ni le commun statistique qui par lui-même. Là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on commence à découvrir maintenant, et dont, à mon avis, on n'a pas du tout idée de ce que ça peut donner. Avant de repartir dans l'espace latent, toute l'équipe de Fantasia vous souhaite une bonne nuit.